Ici Sylvain Deshôtels, c'est parti pour 17 minutes de fad car le pôle est en ligne. 17 minutes pendant lesquelles l'équipe soutien, accompagnement et formation répond à vos questions sur la formation à distance en enseignement supérieur. Aujourd'hui, sur le thème Évaluer autrement, repenser l'évaluation en FAD. Nous allons vous partager tout au long de l'épisode différentes ressources. Je vous invite à regarder sous la description, sous la vidéo dans la description, vous trouverez le lien. Sinon, sur notre site web, là, vous trouverez de la documentation pour retrouver ces ressources-là en ligne. Première question, elle est acceptée euh, volontairement et avec enthousiasme, voilà, par Myriam Arsenault. Salut Oh Myriam. oui. Allô? Conseillère pédagogique en technopédagogie au Cégep de Valleyfield, la question qui nous a été envoyée, comment accompagner une équipe départementale qui souhaite revoir ses pratiques d'évaluation en formation à distance alors que les conceptions de la justice varient fortement entre collègues? Arrange-toi avec ça. Merci Sylvain. En fait, ce qui est intéressant dans la question que tu me poses, en fait, c'est que l'équipe départementale souhaite revoir ses pratiques. Donc, le mot Mhm. souhaite, ce qui nous laisse croire que la personne conseillère pédagogique, elle va vraiment travailler avec des gens volontaires, des personnes volontaires, mais surtout engagées, donc potentiellement dans des conditions gagnantes. Je pense que l'accompagnement pourrait se dérouler en deux temps. En premier lieu, ça serait intéressant d'aborder la définition, conception de justice entre ces personnes-là. C'est sûr que c'est potentiellement divergent. Tu sais, la Mhm. conception va être probablement divergente. Ben, parce que veut pas, on va parler de valeurs de chaque personne enseignante. Ouais. Donc, mais ça ne devrait pas être une discussion qui se règle rapidement, mais ça devrait peut-être être, en fait, ça devrait être plutôt un levier de discussion ou un point de départ dans la réflexion des pratiques évaluatives. Donc, la question se pose dans toutes les modalités, pas juste en enseignement à distance, en fait. Effectivement. Fait qu'en tant que personne conseillère pédagogique, je pense que le rôle, ça ne va pas être de trancher ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais Mhm. plutôt amener l'équipe départementale à rendre explicite leur conception, de créer des espaces sécurisés, donc pour permettre le dialogue, puis aider l'équipe à construire une espèce de compromis pédagogique cohérent. Puis quand ces discussions-là vont être bien avancées, je pense que la prochaine étape qui pourrait être mise de l'avant, ça serait de faire des ateliers de co-développement avec cette équipe départementale-là. Donc, pour aborder le co-développement, on peut s'inspirer entre autres des travaux d'André Champagne et de Claude Payette. Cette façon de faire permet vraiment d'avoir des échanges constructifs entre collègues dans le but d'améliorer nos pratiques. Donc, dans ce cas-ci, nos pratiques évaluatives. Ou en tout cas, du moins, prendre du temps de réflexion sur celle-ci. Puis Mhm. quand on regarde la documentation sur les ateliers de co-développement, ça se déroule en plusieurs étapes. Donc, les étapes consistent, donc je les résume Oui. rapidement. Donc, la première étape, c'est la personne enseignante va venir exposer son problème, son problème d'évaluation, je vais l'appeler comme ça en guillemets. Puis par la suite, les autres personnes enseignantes qui sont dans l'atelier vont venir poser des questions de clarification du besoin ou de la problématique avec cette évaluation-là. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de piste de solution, il y a pas de piste de réflexion, c'est vraiment juste des questions de clarification pour bien comprendre tout le topo de la problématique. Puis à la suite de ces questions-là, donc la personne qui a exposé le problème va revenir en disant oui, c'est vraiment ça mon besoin, j'ai besoin de me faire challenger sur ça, ou va ajuster le tir. Lorsque tout ça est clair pour tout le monde, les personnes qui sont, on va les appeler des fois les consultantes, donc les personnes, les autres personnes enseignantes vont venir proposer des pistes de solutions, des pistes de réflexion, vraiment tout ça, mais sans jugement. Puis pendant ce temps-là, la personne qui a posé sa problématique va prendre des notes. Si on est à distance, ce qu'on peut faire, c'est de faire fermer la caméra à la personne pour justement pas voir son non-verbal pendant Mhm. qu'on lui propose des solutions, parce que des fois, ça peut être un peu farfelu, puis c'est correct Oui, oui. aussi. Donc, ça peut prendre quand même plusieurs minutes. Puis quand tout ça est terminé, la personne revient dans le grand groupe et dit et énonce
ce qu'elle a retenu, donc les idées de ses collègues qui lui parlent, qui résonnent en elle, puis va dire ce qu'elle pense potentiellement mettre en pratique. L'atelier se termine, tout le monde revient dans le grand groupe, puis on nomme ce qu'on a appris pendant l'atelier. Fait que moi, je pense que l'atelier de co-développement, ça serait vraiment une belle façon d'aborder l'équipe départementale pour revoir ces pratiques d'évaluation. C'est vraiment nourrissant pour tout le monde. En fait, pas juste pour la personne qui énonce le problème ou le besoin, c'est vraiment nourrissant pour tout le monde. Voilà. Wow, merci. Donc, je souligne d'abord les rôles en tant que conseiller ou conseillère pédagogique. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Myriam nous a parlé de rendre explicites les conceptions implicites de la justice. Déjà, mettre ça au clair, créer des espaces sécurisés de dialogue professionnel, puis aider l'équipe à construire un compromis pédagogique. Si vous voulez creuser cette idée de co-développement, donc, la ressource dont on parle, ça s'appelle le co-développement, un outil de formation professionnelle. C'est un article de Nicole Baudry qui est paru en 2017, toujours d'actualité, dans le Tableau. C'est une publication du réseau de l'Université du Québec. Merci beaucoup. Je me dirige maintenant vers Philippe Rioux. Salut Philippe. Allô. Philippe est conseiller en mobilisation des connaissances avec nous au pôle d'expertise de Campus Numérique Québec, mais il est aussi chargé de cours au Cégep de Saint-Jérôme, à l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université de Montréal. Alors, Monsieur Rioux, avez-vous des exemples d'activités d'évaluation à distance qui soient équitables et faciles à réaliser? Comme l'intervention de Myriam vient de le montrer, la question de justice ou d'équité, c'est connexe, se résout pas toujours simplement ou rapidement, en fait. Mais pour les besoins de l'exercice, disons qu'une évaluation équitable serait une évaluation qui tient compte de la variété des profils qui composent un groupe pour permettre à tous les membres du groupe de démontrer leurs apprentissages, leurs compétences dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est l'idéal qu'on cible. Si on part et si on accepte cette définition, si on part de là, il y a une méthode d'évaluation parmi d'autres, il y en a plusieurs qui se montrent, à mon sens, particulièrement intéressantes. Il s'agit de l'entretien d'évaluation. Entretien qui peut être réalisé seul ou en groupe, mais qui consiste toujours à tenir une discussion formelle, parce que ça reste une évaluation, donc le contexte formel demeure, mais flexible, ou en tout cas plus flexible qu'un exposé oral qui est appris par cœur, par exemple. Et donc, ça permet de vérifier l'atteinte des compétences évaluées de manière dynamique. Donc, la nature de cette méthode d'évaluation-là va autoriser une certaine souplesse qui peut faciliter l'individualisation qui est recherchée dans une démarche équitable en permettant des ajustements en direct, par exemple, tant par la personne enseignante qui peut réagir aux réponses fournies par l'étudiant et l'étudiante, creuser certaines pistes, réagir à ce qui lui est proposé, que par la personne étudiante elle-même qui va s'adapter en cours d'évaluation, en précisant ses idées, par exemple, au fil des réponses, en faisant des liens aussi plus clairs, plus parlants, plus probants entre les différents enjeux qui sont évalués. Un autre avantage de l'entretien d'évaluation, c'est qu'il peut servir de méthode d'évaluation, oui, autonome, mais aussi complémentaire, donc qui va s'ajouter, qui va se greffer à d'autres formes d'évaluation qui sont déjà prévues, maîtrisées, donc prévues au plan de cours, par exemple, avec lesquelles on est habitué de travailler comme enseignant. Je pense à des rédactions traditionnelles, à des rapports de laboratoire, à des mises en pratique, des simulations, et ainsi de suite. Donc, l'entretien d'évaluation est modulable. C'est ce que la ressource partagée de Gérald Sylvestre et Sylvain Couillard montre bien. Une même méthode d'évaluation, en fait, peut s'adapter aux besoins très spécifiques d'un prof, d'un cours, d'un programme. Donc, ça rend facile son intégration, en fait, dans une séquence d'enseignement et d'évaluation qui est déjà bien planifiée. Par exemple, si on procède à l'entretien avant la réalisation d'un projet, ça peut permettre de préparer la personne étudiante, de l'aligner ou d'aligner sa démarche, en fait, aux objectifs, aux compétences qui sont ciblées. Au contraire, si on choisit de réaliser l'entretien d'évaluation après la réalisation d'un projet, on peut chercher à développer la métacognition de la personne étudiante, de réfléchir au processus, en fait, qui l'a mené à la réalisation de son projet, aux pistes d'amélioration aussi dans une démarche disons, à plus long terme. Donc, l'aspect malléable de cette méthode d'évaluation en fait un outil de rétroaction personnalisé, ce qui est très utile, qui permet de prendre une mesure très fine, très exacte de la compétence de chaque membre de la classe à un moment précis de la session ou dans la durée d'une session complète.
Et donc, dans une démarche qui se veut équitable, utiliser l'entretien d'évaluation en symbiose avec une autre évaluation permet aussi à la personne étudiante de recourir à plusieurs modes d'expression. C'est parfois là que l'obstacle principal là, dans l'évaluation se présente, dans la rédaction, par exemple, dans l'écriture. Et là, en combinant l'oral et l'écrit ou d'autres modes d'évaluation, on ouvre plusieurs canaux, plusieurs accès à travers lesquels il est possible d'atteindre un objectif d'apprentissage particulier. Et par la bande, puis je vais finir avec ça, l'entretien permet aussi de développer ou de consolider la relation personne étudiante, personne apprenante, de mieux connaître là, les rôles respectifs de chaque personne de cette paire, de ce binôme, ce qui est un atout dans tous les contextes, bien entendu, mais particulièrement en formation à distance, où la dimension humaine de l'enseignement et de l'apprentissage peut parfois être perçue comme étant plus effacée. Donc, facile à intégrer, permet une mesure, une prise d'information vraiment pointue par rapport au cheminement de l'étudiant, de l'étudiante, et met l'accent sur la dimension sociale de l'enseignement. Ce sont les trois avantages, à mon sens, de cette méthode d'évaluation. Oui, merci. Merci de taper sur le clou encore de l'importance du lien humain avec les étudiants, un avantage fondamental en formation à distance. Ben, en formation tout court, mais évidemment en formation à distance aussi. Plutôt, Philippe nous parlait d'un article ou d'une publication de Gérald Sylvestre et Sylvain Couillard. Ce sont des enseignants en technique de génie mécanique au Cégep du Vieux-Montréal qui ont écrit cet article qui s'intitule « Deux façons de réaliser des entretiens d'évaluation ». C'est paru sur le site d'Éductive. Vous trouverez le lien, sinon dans nos ressources. Troisième et dernière question, qui est comme la suite de tout ça. Et pour y répondre, j'accueille Éric Cloutier. Salut. Salut Sylvain. Conseiller pédagogique au Cégep de Thetford. Comment l'aborder, cette entrevue d'évaluation en département, là, entre profs, finalement? Ben, en fait, Sylvain, pour faire un peu un wrap-up de tout ce qui a été dit aujourd'hui, un des enjeux en formation à distance, c'est souvent d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Et c'est là qu'on se rend compte on intègre des principes de justice qui n'est pas là, d'équitabilité qui n'est pas là. Donc, il faut peut-être des fois tout débâtir pour repartir en neuf. Puis comment on fait pour y arriver? Ben, Myriam nous a parlé d'un élément en entrée de jeu, mais on pourrait aussi y aller avec la technique des chapeaux de Bonneau. Puis ça, ça pourrait être une bonne façon d'essayer de mettre la maison à terre et de repartir en neuf. Cette technique-là, en fait, c'est d'utiliser plusieurs chapeaux. Le chapeau blanc, c'est un chapeau de neutralité. Le chapeau rouge, c'est d'y aller avec les émotions. Le chapeau noir, c'est le pessimiste. Donc, c'est pas bon de faire des entrevues d'évaluation. Qu'est-ce qui peut être... Il faut être pessimiste face à ça. Puis on sort tout ce qui pourrait être pas bon dans cette technique-là, par exemple. Le chapeau jaune, c'est l'optimiste. Et le chapeau vert, c'est la créativité. Et là, on utilise ces chapeaux-là dans une rencontre où on se force à adopter une posture qui n'est pas nécessairement la nôtre. Donc, on peut dire, OK, on est 6 autour de la table, on met tout notre chapeau de neutralité, puis on sort tout au niveau de la neutralité. Là, on va être créatif, tout le monde. Là. Il y en a qui sont aussi, qui ne veulent pas faire des entrevues d'évaluation, ils pensent que c'est pas bon, mais on va essayer d'être créatif, on sort les éléments. Et au fur et à mesure, la solution commence à apparaître sur cette table-là. Et souvent, elle n'est pas seulement dans la neutralité, pas seulement dans la créativité, mais elle est dans un mélange d'un peu tout ça. Et là, on n'est plus en train de faire du neuf avec du vieux, on essaie de faire du neuf tout court à partir de solutions et de postures qui n'est peut-être pas la nôtre, mais qui va permettre d'aller chercher aussi l'adoption de l'ensemble des gens autour de la table parce qu'on se force à adopter une nouvelle posture. Repenser l'évaluation, oui, c'est assurément... décider de changer nos pratiques. Puis c'est la réponse qu'on donnait à l'enjeu. Mais qu'est-ce qu'on fait face à l'arrivée de l'IA générative? Quelle baguette magique, quelle politique, quelle règle va venir régler le problème? La solution jusqu'ici, elle est pédagogique. Puis la solution pédagogique, c'est de changer de pratique. Puis tu l'amènes bien. Il faut se mettre dans une certaine posture de travail pour y arriver. Très intéressant cette technique-là, du chapeau de Bonneau, c'est pas une invention récente, mais lors du rendez-vous CP 2024,
Il y avait une équipe de l'Université Laval, des conseillers pédagogiques, pour les nommer, là, Marie-Ève Vachon-Savary, Alexandre Dalpan, Maxime Grenier, Gabriel Bilodeau. Ils ont animé un atelier pour présenter la méthode des chapeaux de Bonneau. Et un article a été rédigé il est paru sur le site d'Immersion CP, là, vous pourrez aller le consulter. Ça s'appelle Changer de chapeau, changer de perspective, la méthode de Bonneau pour soutenir votre pratique de CP. Voilà, je le répète, sur le site d'Immersion CP, vous trouvez le lien dans nos ressources. Merci à vous trois pour les beaux échanges, pour les réflexions là-dessus. On laisse ça décanter. Les gens qui nous écoutent vont avoir besoin de s'approprier tout ça, de penser à tout ça à tête reposée, puis après ça, d'amener des idées, des solutions dans leur équipe respective. Et c'est là qu'il peut y avoir besoin d'un regard extérieur ou de cerveau supplémentaire pour brasser des idées puis faire avancer le projet. C'est à ça que sert l'équipe accompagnement. Donc, vous pouvez nous contacter pour obtenir un accompagnement sur ce genre de sujet-là avec nos conseillers pédagogiques. Vous trouverez toutes les informations relatives à nos services sur le site Web. Le prochain rendez-vous, le pôle sera en ligne le 22 avril et notre prochain sujet sera se développer professionnellement en FAD. On pense que c'est un défi à portée de main. Alors, si vous avez des questions sur le développement professionnel, spécifiquement en formation à distance, vous allez sur notre page web ou vous nous écrivez et vous posez vos questions comme les gens l'ont fait pour le thème d'aujourd'hui. Vous allez trouver dans la description, dans le clavardage, un lien vers le formulaire. Il y a une page sur notre site qui est dédiée au pôle est en ligne. Vous pouvez aussi utiliser cette page-là pour vous inscrire à nos activités, pour vous inscrire à la prochaine activité, toujours les derniers mercredis du mois à 9 h. On vous attend dans presque un mois. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde.